Welcome back to the program. We are here with Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes ici avec le professeur Richard Wolff pour discuter de certains des problèmes économiques qui touchent l'Occident. Merci, comme toujours, d'être revenu parmi nous. Nous voyons ces problèmes. Ils ne peuvent plus vraiment être niés. Nous parlons de questions telles que le manque de compétitivité et les inégalités économiques au niveau national. À l'échelle internationale, nous observons un déclin relatif. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces problèmes économiques ont une manière d'affecter à la fois la stabilité sociale et politique. Alors, si nous commençons par examiner l'Union européenne, comment pensez-vous que ces problèmes économiques croissants que nous observons aujourd'hui vont provoquer des perturbations sociales et politiques? Eh bien, il me semble que l'écriture, proverbiale ou non, est sur le mur. Je pense que l'on observe en Europe quelque chose de très similaire à ce que nous connaissons ici, aux États-Unis. Je vous parle depuis New York, où je vis et travaille. Le cœur d'une économie capitaliste moderne, qui est un mélange de production de biens et, si vous me permettez, de production de services qui accompagnent ces biens, est en déclin, et ce depuis un certain temps déjà. Par là, j'entends plusieurs décennies. Et cela a conduit à toutes sortes de crises qui traduisent un déséquilibre croissant, pardonnez-moi si vous me suivez, entre la réalité du système économique et le symbolisme financier qui s'est construit au-dessus de celui-ci. Et donc, ce que nous avons, c'est un gouvernement qui fournit des flux de liquidités toujours plus énormes, littéralement, et je le pense vraiment, en créant de la monnaie et en la distribuant sous ses formes habituelles, qui sont principalement des déficits budgétaires publics financés par l'impression de monnaie, puisque l'autorité financière de l'État rachète la dette émise par le reste du gouvernement. Vous faites cela en Europe, nous le faisons ici. Déverser tout cet argent dans le système économique se heurte alors au fait que l'ancien système capitaliste, fondé sur l'explosion de la production de biens et de services et sur leur mondialisation, tout cela n'existe plus ici. Il s'est déplacé. Cela a toujours bougé. Cela a bougé de l'Angleterre vers l'Europe. Cela a bougé de l'Europe à travers le colonialisme, vers toutes les régions du monde. Et finalement, le cœur industriel de l'économie s'est lui aussi déplacé, souvent à la suite de décisions prises par les entreprises qui s'étaient développées en Angleterre, en Europe et ainsi de suite, de sorte qu'il est maintenant concentré en Chine, en Inde, au Brésil et ailleurs. Alors, où va l'argent? Une partie sert à construire là-bas, mais les problèmes politiques sur place limitent la part qui peut venir de l'Occident. L'image que je veux vous donner est donc la suivante. Où va l'argent? Concrètement, comment l'économie absorbe-t-elle le flux d'argent? Et la réponse, encore une fois pour simplifier, c'est que l'argent afflue dans cette partie de l'économie où l'inflation, le résultat de tout cet argent sans ajout de biens, est en réalité célébré comme un succès plutôt que perçu comme un signe de déséquilibre. Et cet endroit s'appelle le marché boursier. L'argent y afflue, et alors commence un cycle auto-entretenu, presque insensé, dans lequel l'argent entrant crée, pour ceux déjà présents sur le marché, des plus-values, car le flux d'argent n'est pas compensé par un flux équivalent de titres. Ainsi, la valeur des titres est poussée à la hausse. Ce que ça fait, c'est créer une incitation pour que la prochaine vague d'argent entrant dans l'économie aille, elle aussi, vers le marché boursier. Car le taux d'amélioration de la valeur de votre patrimoine est plus élevé sur le marché boursier que dans tout autre placement possible. On se retrouve donc dans la situation classique d'une bulle d'investissement auto-entretenue. Et nous voyons cela à l'échelle mondiale aujourd'hui. Car notre économie est désormais mondiale d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant.
Je peux vous dire que je ne suis pas surpris que les marchés boursiers en Europe, la plupart d'entre eux, et celui des États-Unis, connaissent la même explosion étrange au milieu de difficultés économiques. Cela a eu des conséquences cataclysmiques. Il est impossible d'exagérer cela. Je vais vous donner seulement quelques exemples majeurs. Premièrement, cela a empêché l'Occident, et par là j'entends l'Europe, l'Amérique du Nord et peut-être le Japon, de comprendre et d'accepter jusqu'à présent à quel point tout cela est dangereux. Ils n'ont pas été capables de voir ce qui se passait en Chine, par exemple. L'industrialisation de la Chine remonte maintenant à au moins 30 ans. Il y a eu une cécité quant à ce que cela signifiait. Ce que les Chinois ont réussi à faire, c'est simplement produit hors du champ de vision, en dehors des radars, quelque part dans un endroit où il ne semblait pas important que littéralement tout ce qui concernait la production manufacturière y soit transféré, comme un aspirateur tirant la poussière d'un tapis. Cela n'a d'une certaine manière pas été perçu. Et cela a rendu le pays aveugle même aux évolutions qui se produisaient chez lui. Il y a 30 ans, Détroit, dans le Michigan, était le centre de l'industrie automobile américaine. C'était l'exemple le plus réussi du capitalisme industriel moderne que le monde ait connu. Les visiteurs des États-Unis étaient emmenés par le président à Détroit, où ils pouvaient voir toutes les usines et tous les ouvriers. Même les travailleurs afro-américains avaient de bons emplois, pouvaient envoyer leurs enfants à l'université et avaient les moyens d'acheter une maison, une voiture et tout le reste. Au cours des 30 dernières années, alors que la Chine connaissait une explosion économique, Détroit est devenu un désastre. J'ai visité Détroit il n'y a pas si longtemps, et je parle d'une ville où la moitié des maisons sont abandonnées. De vastes parties de la ville ressemblent à une version très étrange de la bande de Gaza, ou à Dresde bombardée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, les bâtiments, la moitié d'entre eux ont subi des incendies, ils sont donc partiellement calcinés. Ils se sont effondrés. Extraordinaire. Oui, il y a un centre-ville qui a été réaménagé avec de grands hôtels et des restaurants chics, mais si vous marchez 5 minutes depuis votre hôtel, là où j'étais, vous voyez à quoi ressemble le reste de la ville. Et pourtant, cela a pu continuer année après année pendant 30 ans, et encore aujourd'hui, il n'y a aucune prise de conscience. Que signifie le fait que la ville ne soit plus qu'une petite coquille d'elle-même? Et les habitants, d'ailleurs en 1980, la population était d'1,3 million. La population de Détroit aujourd'hui est de 700 000 habitants. La majorité des gens ont quitté Détroit. C'est comme l'Ukraine, des gens qui quittent le pays, et la plupart d'entre eux ne reviendront jamais. Ce n'est pas un ralentissement, c'est une catastrophe. Mais il faudrait chercher longtemps et avec acharnement. C'est très très difficile, très lent. D'ailleurs, ce matin, et je crois que c'est une première, une femme a été investie comme nouvelle maire de Détroit, une femme noire. De même, dans la ville de Syracuse, une femme noire est devenue maire. Et dans la ville d'Albany, dans l'État de New York, une ville importante, la capitale de l'État, une femme noire également. Ces petits signes montrent une population qui commence à trouver des moyens d'exprimer son horreur, non seulement face à ce qui s'est passé, mais aussi face à cette étrange combinaison d'évolutions économiques recouverte d'un vernis idéologique, au point que les gens se comportent désormais comme ceux qui se réveillent d'un long sommeil, où long signifie des années, et qui commencent seulement à prendre la mesure de tout ce qui a changé. Mais la seule chose étrange, c'est qu'ils ne dormaient pas. Ils étaient éveillés tout le temps. Ils l'ont vécu. Nous avons inauguré hier un socialiste musulman comme maire de New York. Vous savez, tout le monde essaie de comprendre ce que ça signifie.
Est-ce que les habitants de New York ont voté pour le socialisme? Bien sûr que non. Pas du tout. Pour être honnête, la plupart des gens à New York seraient incapables de vous dire ce qu'est le socialisme. C'est le niveau de répression idéologique que nous avons tous connu. Je l'ai vécu toute ma vie. Je suis né dans l'Ohio, j'y ai toujours vécu, et je suis toujours étonné, en raison de mes origines européennes, par l'absence de conscience. La répression de la gauche après la Seconde Guerre mondiale a fait qu'il était impossible de parler de tout cela. Aujourd'hui, il y a donc cette cécité et cette angoisse. Et les habitants de New York, ils ont voté, et c'est très important, ils ont voté contre le capitalisme occidental moderne. Ils emploient peut-être pas ce mot, même s'il est plus courant en Amérique aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de ma vie. Mais qu'ils utilisent le mot ou non, ils votent contre le statu quo. Et si vous êtes un jeune socialiste musulman, eh bien allons-y et essayons cela, car ce que nous avons est totalement inacceptable. Si vous voulez employer un autre langage, et je le dis après y avoir longuement réfléchi, nous vivons un moment pré-révolutionnaire. Et je pense que cela inclut l'Europe, où des réalités très difficiles, effacées par un brillant programme idéologique façon Madison Avenue depuis 75 ans, sont désormais épuisées. La réalité devient tangible et il n'y a aucun moyen de la gérer, car ils ont passé tout ce temps à faire semblant de ne pas savoir quoi faire dans une telle situation. L'ancien socialisme revient, car pour la génération qui le découvre à peine, c'est un ensemble d'idées très intéressant et séduisant. C'est remarquable de vivre cela. Eh bien, aux États-Unis, évidemment, on observe beaucoup des mêmes problèmes qu'en Europe. Je pense que moment pré-révolutionnaire est une bonne façon de le décrire. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les institutions sont perçues comme illégitimes, le leadership politique illégitime, les médias illégitimes. En somme, on ne peut pas avoir une société fonctionnelle sans eux, mais ils ne remplissent pas le rôle qu'ils étaient censés avoir. Cependant, sous certains aspects, la situation européenne semble un peu plus problématique, car en Europe, nous avons l'habitude que les gouvernements fournissent tous ces biens sociaux, les États-providence, les longues vacances, les retraites précoces, toutes ces choses-là. Cependant, au cours des dernières années, on nous a répété que nous ne pouvions plus nous permettre l'État-providence, qu'il nous fallait désormais l'état de guerre. Nous devons donc nous préparer à ce monde violent qui nous attend, où les Russes viendront nous attaquer et où les Américains se retireront. Tout cela. Mais dans l'ensemble, c'est un piège intéressant pour les Européens. Car que se passe-t-il lorsque les gouvernements affirment qu'ils ne peuvent plus financer le système de protection sociale? Soit c'est à cause d'un manque de compétitivité économique, soit c'est simplement une question de priorité dans l'utilisation de l'argent des contribuables. Voyez-vous donc la situation européenne comme étant pire que celle des États-Unis à cet égard? Oui, c'est le cas, car je pense que la situation en Europe est globalement pire qu'aux États-Unis. Nous avons encore, aux États-Unis, grâce aux 75 dernières années d'un empire américain de fait à l'échelle mondiale, accumulé des ressources et des industries que les Chinois défient désormais à chaque étape et vont même au-delà de ce que les États-Unis peuvent faire dans plusieurs domaines. J'ai été frappé ce matin en lisant que la société BYD en Chine, son principal fabricant de véhicules électriques, il y en a plusieurs, mais c'est le leader, a annoncé qu'en 2025, elle avait vendu plus de véhicules électriques que Tesla dans le monde entier. D'accord. Ceci n'est qu'un autre élément parmi un flot sans fin de documents montrant où le centre du capitalisme mondial s'est déplacé.
Je n'emploie pas le mot capitalisme à la légère. Je l'utilise dans le sens très précis de l'organisation d'une entreprise, de telle sorte qu'il existe un petit groupe de personnes qui forment le conseil d'administration, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, et une masse de personnes qui sont les employés. Si vous choisissez d'organiser vos entreprises de cette manière, alors pour moi, vous vous êtes détaché de l'esclavage, qui a ses maîtres et ses esclaves, ou du féodalisme, qui a ses seigneurs et ses serfs, et vous avez adopté cette forme capitaliste de relation entre employeurs et employés. Ces systèmes sont différents les uns des autres, mais c'est ainsi que je comprends ces termes. Je n'ai aucune objection à ce que la Chine se qualifie de socialiste, mais c'est une forme de socialisme semblable à celle que vous connaissez en Scandinavie, où les entreprises restent premièrement en grande partie privées et exploitées comme telles, et deuxièmement, presque universellement organisées autour de la relation employeur-employé. Cela signifie pour moi que ce système, dont l'origine se trouve en Angleterre et dont le développement s'est étendu au reste du monde, s'est désormais concentré, du moins à notre époque, fortement en Extrême-Orient, et que tout le monde s'adapte à cette configuration. Les États-Unis sont encore capables de mener un certain niveau de véritable concurrence avec la Chine. Pour simplifier, je ne pense pas que l'Europe le soit. Je crois que ce qui s'est produit en Europe, c'est que les mêmes forces qui ont façonné la Chine et les États-Unis d'un côté ont relégué l'Europe de loin à la troisième place. Et laissez-moi vous dire l'une des implications de tout cela. Ici aux États-Unis, il y a un sentiment croissant que le gouvernement américain a en gros décidé de rompre l'alliance avec l'Europe, de tout laisser tomber, et considère désormais l'Europe au mieux comme une source de ressources pour renforcer sa lutte contre la Chine. Et donc, vous savez, von der Leyen doit s'engager à acheter pour 750 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié au cours des 10 prochaines années, et à accepter que l'Europe, ce qui me paraît le plus incroyable, investisse, je crois, le même montant, 750 milliards de dollars, ici aux États-Unis. Quel spectacle! En Europe, vous réduisez les fonds destinés à la protection sociale des masses européennes, tout en prenant cet argent qui aurait pu leur revenir, bref, aux États-Unis. Aucun politicien que je puisse imaginer ne pourrait survivre après avoir fait cela. Donc ce qui se passe ici doit être une mascarade. Et cela commence à avoir du sens quand on le relie à l'hystérie fétichisée autour de la Russie, que je trouve, vous savez, stupéfiante. Ici, aux États-Unis, le pays qui a mené la guerre froide et qui passe des accords avec la Russie, c'est vraiment la vision dominante. La Russie n'est plus une grande menace effrayante ici. Elle l'a été, mais ce n'est plus le cas. En Europe, cela persiste. Et cela persiste avec une intensité accrue. Cela donne à M. Merz une excuse pour dépenser des sommes énormes dans la militarisation, dans le renforcement de l'armée en Allemagne. Mais enfin, à quoi bon? Vous ne rattraperez pas les États-Unis. Vous n'avez pas l'argent. Merz est fier d'annoncer qu'il va dépenser 80 ou 800 milliards de dollars en 10 ans. Les États-Unis dépensent cette somme en un an. Vous n'allez pas rattraper votre retard. La Chine et la Russie réunies, vous n'allez pas les rattraper. La guerre en Ukraine ne vous l'a-t-elle pas déjà montré, si vous aviez besoin d'une preuve? Alors, que se passe-t-il? Voici la vision la plus sombre que m'inspire mon expérience ici. Monsieur, Merz est ce qu'il a toujours été, un employé de BlackRock. Et le plan consiste à soutirer à l'Europe tout ce qu'on peut en tirer. Jouez un jeu. Je baisserai les droits de douane si vous m'envoyez de la richesse. Je vous dirai quelle richesse je veux, sous quelle forme elle doit venir, et nous ferons des plans, tous établis ici, aux États-Unis, selon nos calculs stratégiques.
Et vous allez devoir oublier votre programme d'aide sociale. Ce que vous allez devoir faire, c'est compter sur l'un d'entre vous pour être la force répressive de tout le continent. Et ce sera l'Allemagne. Les Allemands deviendront les alliés des États-Unis pour que tout cela se réalise. Pas la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Pas l'idée d'une alliance anglo-américaine, mais quelque chose de bien plus proche, si vous me permettez. Du Dritte Reich qui habitait l'esprit de certains en Allemagne avant 1933. C'est une image très sombre, mais elle devient plus cohérente si l'on essaye d'expliquer le comportement anormal actuel. Les Allemands ne peuvent pas rattraper leur retard. Ils ne le feront pas. Mais ce ne sera pas grave, car ils pourront utiliser leur argent pour acheter les armes que les Américains seront ravis de leur fournir. Ainsi, nous obtiendrons les que nous avons besoin. Ce sera présenté comme un échange équitable. Les États-Unis vous vendront les armes dont vous avez besoin et vous nous enverrez l'argent que nous exigeons. Et nous ferons ce que nous faisons déjà depuis un demi-siècle. Nous vous enverrons les armes devenues obsolètes, car nous les avons remplacées par de nouvelles. Après tout, vous n'avez pas besoin des plus récentes, puisque vous ne pouvez pas combattre à nos côtés de toute façon. Cela suffira pour la mission qui vous sera confiée. Je peux me tromper, j'évidemment spécule, mais ma spéculation me semble plus cohérente avec ce qui se passe que tout ce que j'ai pu trouver d'autre. Et je sais que, parmi les personnes que vous avez interviewées et dont je me suis inspiré pour en arriver à cette conversation, il y a, par exemple, des gens comme Yanis Varoufakis et d'autres, qui, à leur manière, s'approchent d'une réflexion similaire. Je pense que l'inquiétude générale concernant l'Allemagne grandit également. La transformation extraordinaire que nous y observons actuellement est tout à fait remarquable. Mais lorsqu'il s'agit de l'Europe, si on la compare aux États-Unis et aux problèmes qui se profilent, l'Europe et les États-Unis ne sont pas des acteurs du même type. En réalité, lorsque nous disons Europe, la Russie en représente environ un tiers. Donc ce n'est pas vraiment l'Europe. Nous parlons de l'Union européenne. Mais même l'Union européenne n'est pas une puissance très cohésive. Il semble qu'une grande partie de la crise actuelle soit utilisée comme prétexte ou comme occasion pour centraliser le pouvoir. Je pense que la plupart des personnes qui regardent Wonderland en arriveraient à cette conclusion. Mais c'est pour que les États-Unis, au moins, puissent probablement maintenir leur cohésion interne mieux que l'Union européenne, étant donné qu'ils constituent un véritable État, contrairement à l'UER, qui a toujours été confronté à cette contradiction. C'est la crise qui lui permet de centraliser le pouvoir. Mais en période de crise, ne semble pas prospérer. Au contraire, en temps de crise, l'UE se laisse exploiter, comme nous l'avons vu, comme vous l'avez mentionné, avec les États-Unis. Alors, pensez-vous qu'il sera possible pour les Européens de conserver une certaine cohésion à l'avenir? Car, en lien avec ce que vous disiez à propos de l'Allemagne, cette nouvelle Allemagne militarisée, qui se concentre sur l'acquisition de davantage d'armes pour faire la guerre, ce n'est pas l'Allemagne que l'Europe a connue depuis 80 ans. Cela va susciter beaucoup d'inquiétudes, même parmi certains de ses alliés les plus proches. Je l'espère, car ce n'est pas une direction que l'on souhaite voir empruntée par qui que ce soit, y compris les Allemands, surtout compte tenu de leur histoire. Permettez-moi de répondre ainsi, je suis d'accord avec vous, les divisions en Europe sont extraordinaires. Pour nous, Américains, qui observons la situation, le spectacle de l'année écoulée, 2025, a semblé d'ici être un effort concerté, voire désespéré, pour obtenir l'unanimité autour de la saisie des avoirs russes déposés en Belgique et de leur utilisation comme garantie pour un prêt massif à l'Ukraine, simplement afin de prolonger cette guerre désespérément perdante d'un an ou deux.
Quiconque imaginait qu'une telle somme d'argent pourrait faire davantage, à mon avis, rêve. Mais nous avons regardé, réunion après réunion, Starmer, Macron, Scholz, Meloni, tous ceux qu'ils pouvaient convaincre de rendre visite à Zelensky et de promettre « Oui, nous le ferons. D'abord, nous prendrons les intérêts sur le prêt, sur cet argent que nous gagnons, puis nous prendrons le capital entier. » Et ensuite, ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu surmonter l'opposition de la Belgique, ou de la Hongrie, ou de la République tchèque. Ils n'ont pas pu. C'était l'opposition publique. Je suis au courant d'une opposition très forte, mais non publique, dans plusieurs autres pays européens. Donc ils n'ont pas pu. Il n'y avait aucun moyen. Ce serait la fin de l'OTAN, la fin de l'Union européenne, ou quelque chose de très dangereusement proche de cela. Alors oui, les divisions sont catastrophiques. L'ironie de tout cela. L'ironie que le nationalisme ait été un mécanisme si précieux pour la transition hors du féodalisme en Europe. Souvenez-vous, le Saint-Empire romain germanique, c'était autrefois l'Europe. L'Europe avait été unifiée. La division, l'éclatement de l'Europe en toutes ces petites monarchies féodales qu'il fallut ensuite réunir violemment, Bismarck en Allemagne, Cavour, Mazzini, les autres en Italie, et ainsi de suite. Ce nationalisme, qui fut le sauveur de la transition vers le capitalisme, devient aujourd'hui l'albatros, le poids qui tire l'Europe vers l'irrélevance. C'est une leçon remarquable sur la manière dont un ensemble d'institutions peut être progressiste dans une situation et régressif dans une autre. Mais j'aimerais ajouter autre chose. L'unité des États-Unis est moindre qu'elle ne l'a jamais été de mon vivant, bien moindre. Le spectacle de M. Trump comme président et de M. Mamdani comme maire de New York devrait vous en donner une idée. Oh là là, les choses sont très très différentes. Notre culture ici, et pas seulement notre culture politique, mais toute notre culture. Je ne sais pas si votre public suit cela, mais l'un des actes les plus extraordinaires de M. Trump a été de prendre le contrôle, d'exiger et de prendre le contrôle du Kennedy Memorial Center for the Arts, qui est une immense institution à Washington, D.C. C'est censé être la célébration artistique du talent américain. Et cela a toujours été une vitrine pour les artistes du monde entier, une sorte d'engagement de l'Amérique. Cela s'appelle le Kennedy Memorial Center. M. Trump a exigé que, tout d'abord, il a renvoyé toutes les personnes qui le dirigeaient, les a remplacées par ses propres nommés, puis a exigé que ces nommés changent le nom pour qu'il s'appelle désormais le Trump Kennedy Center for the Arts. Kennedy Center for the Arts. Okay, we are now watching. This is only a few weeks old. D'accord, nous regardons maintenant, cela ne date que de quelques semaines, et pendant ces semaines-là, artiste après artiste a annulé son spectacle. Il ne voulait pas y aller, les chanteurs non plus, les artistes dramatiques non plus, les sculpteurs non plus. Personne. Enfin, quelques-uns l'ont fait, il a dû aller en chercher 2 ou 3, parce qu'ils annulaient tous, et il a dû trouver, ce qui n'est pas facile, des artistes de droite, des artistes qu'il pouvait faire venir pour que les concerts ne soient pas vides, pour qu'il s'y passe quelque chose. Et il s'est avéré que les artistes américains, ce qui n'a rien de surprenant, ne sont pas des admirateurs de M. Trump. Ils n'aiment rien dans tout cela. Et ils sont maintenant prêts à prendre des mesures qui nuiront à leur carrière. Ils vont en souffrir. Mais nous sommes à un moment où pour beaucoup d'artistes, qui ne sont pas forcément très progressistes, la situation devient nouvelle et difficile à affronter. Et quand je te dis cela, je pense que tu comprendras ce qui se passe. Le calcul qu'ils doivent faire est le suivant. Qu'est-ce qui est le plus dommageable pour ma carrière ? Donner le concert et me faire détester par toute la gauche américaine, ou ne pas y aller et me faire détester par les partisans de Trump et du MAGA.
C'est une société divisée. C'est une société où la division devient urgente dans la situation de chaque individu, et tu constates ça presque partout. And you're finding that almost everywhere. Well, we have our authoritarian Eh bien, nous avons aussi nos développements autoritaires ici en Europe. Si vous avez suivi ma chaîne, j'interviewe souvent un colonel suisse, Jacques Baud, qui a travaillé pour le renseignement suisse et a également collaboré avec l'OTAN. Bref, le problème qu'il rencontre aujourd'hui, c'est qu'en analysant la guerre en Ukraine, il est arrivé aux mauvaises conclusions, à savoir que ce n'est pas une guerre non provoquée et que le chemin vers la paix ne consiste pas simplement à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. En somme, quelqu'un qui a exprimé une opinion dissidente. L'UM a décidé que cela relevait du camp pro-russe, simplement parce qu'il remettait en question les politiques de l'OTAN et de l'UMOPEM. Ils lui ont imposé des sanctions, et comme il vit à Bruxelles, ses comptes bancaires sont gelés. Il ne peut plus acheter de nourriture. Oui, ils sont en train de le détruire, en quelque sorte. Voilà ce qui arrive à ceux qui contestent. Ce n'est donc pas une période très réjouissante ici non plus, mais je suppose que ce n'est pas la fin du chemin. Cela ressemble plutôt à un précédent, à la manière dont nos citoyens seront désormais traités. Mais nous l'avons aussi. Je veux que tu comprennes, c'était un événement remarquable en 2025. Je pense que la perception aux États-Unis a changé à propos d'une nouvelle force de police spéciale que Trump avait créée. Elle s'appelle ICE, et son objectif déclaré était de faciliter l'expulsion des immigrés sans papier ayant un casier judiciaire. Au fil de l'année, il est devenu évident qu'elle avait bien d'autres fonctions que celle-là. Seul un petit pourcentage des personnes arrêtées avaient un casier judiciaire. Un nombre important n'étaient même pas des immigrés, encore moins sans papier. Mais la perception a changé. À la fin de l'année, je dirais que l'opinion en Amérique était devenue anti-ICE, alors qu'au cours de la première moitié de l'année, elle était soit pro-ICE, soit neutre à son égard. Le spectacle d'agent d'ICE se verboet voor die stazetium osaf, faisant la joue flor dans son nom médial, en tout ce sens. Même la Cour suprême à la fin de l'année a statué contre Trump, déclarant qu'il ne pouvait pas utiliser les troupes à Los Angeles, Portland et Chicago, ce qui constituait un autre spectacle de l'armée américaine envahissant ses propres villes. Il a donc fort à faire. M. Trump, en 2026, sera, à mon avis, engagé dans deux activités. Premièrement, réprimer tout cela, et deuxièmement, détourner la conscience publique d'une mauvaise situation intérieure américaine vers des aventures étrangères. Et cela, le Venezuela devrait vous en donner une idée, ou le bombardement d'un village au Nigeria, ou la reprise des horreurs au Moyen-Orient, ou peut-être quelque chose d'indiciblement stupide à Taïwan. Mais c'est tout ce qui lui reste. En un an, il a dissipé une quantité énorme de soutien, et ce n'est pas un dirigeant capable de bien gérer cela. Permettez-moi de poser une question sur le déclin économique et la guerre. Parce que, eh bien, d'abord, je voudrais dire que sur cette chaîne, j'ai également reçu le général Harald Kujat, l'ancien chef des forces armées allemandes, qui a occupé le poste militaire le plus élevé au sein de l'OTAN. Il a mis en garde très fermement contre certains récits construits autour de la guerre en Ukraine. Et il a, oui, essentiellement soutenu que saboter l'accord d'Istanbul et toutes ces initiatives avaient été une erreur. Mais il y a 3 ans, il a écrit un article, ou peut-être s'agissait-il d'une interview, dans laquelle il avertissait, en janvier 2023 déjà, que la guerre était en grande partie déjà prédéterminée. Il disait « Nous allons perdre cette guerre ». À cette époque, tout le monde était obligé de dire que nous étions en train de gagner. Mais lui prédisait que nous perdrions cette guerre. Quand elle sera perdue, les Américains se retireront et la laisseront aux Européens. Et à ce moment-là, les Allemands se retrouveront seuls face à une Russie très en colère.
J'ai trouvé que c'était une prédiction assez remarquable il y a 3 ans, surtout venant du chef des forces armées allemandes. Mais il semble qu'un autre sentiment domine désormais en Europe, la réticence à mettre fin à la guerre. Tout le monde reconnaît maintenant, je crois, que les Européens sont les principaux obstacles. Il y a seulement quelques jours, le ministre suédois de la Défense a déclaré que nous ne pouvions pas nous permettre de mettre fin à la guerre en Ukraine. La paix serait une mauvaise chose, car si la paix éclatait, les Russes pourraient déployer davantage de troupes dans la région de la mer Baltique. Le Premier ministre du Danemark a d'ailleurs dit quelque chose de similaire. Donc oui, nous devons maintenir la guerre en Ukraine pour distraire les Russes et les empêcher de se venger de nous, puisque nous avons essentiellement utilisé les Ukrainiens comme intermédiaires contre eux. Mais au-delà de tout cela, la conséquence directe de la guerre, nous voyons aussi qu'il y a des répercussions économiques. Autrement dit, il est facile d'expliquer le déclin spectaculaire du niveau de vie si nous pouvons en rejeter la faute sur la guerre et sur les Russes. Mais comment voyez-vous autrement cette crise économique croissante créer ces incitations au bellicisme parmi la classe politique? Eh bien, je pense que, d'après ce que je comprends de leurs actions, il s'agit d'un effort désespéré de la part de personnes dont la pertinence politique et les carrières arrivent à leur terme. Soyons très clairs, ce sont des gens dont toute la carrière a consisté depuis le premier jour à subordonner leur pays et leur propre vie aux États-Unis. Ils ont été les partenaires subalternes de l'acteur principal de l'économie mondiale. Ils ont permis aux États-Unis d'agir en tant qu'hégémons et les ont encouragés dans ce rôle. Mais les États-Unis sont passés à une autre position. Ils estiment désormais qu'ils ont plus à gagner en leur extorquant des richesses qu'en les traitant comme des alliés utiles. Ils comprennent que si la guerre éclate, j'exagère un peu, mais c'est pour illustrer, elle opposera les États-Unis, la Russie et la Chine. Les missiles survoleront l'Europe, mais ils ne s'y arrêteront pas. Ils n'en ont pas besoin. Maintenant, ils pourraient choisir de le faire, mais si j'étais Européen, je serais très inquiet que l'étape suivante soit de faire à toute l'Europe ce qui a été fait à l'Ukraine. De sorte que nous nous retrouvions avec une guerre par procuration où l'Est et l'Ouest s'affrontent jusqu'au dernier Européen. Oui, cela pourrait arriver. Mais la Russie ne va pas se battre contre l'Allemagne. Cela n'a aucun sens. Encore une fois, si l'on comprend que l'OTAN avançait vers l'Est, la Russie ne pouvait pas l'en empêcher jusqu'à ce qu'elle le puisse. Et quand elle l'a pu, elle l'a fait. Et c'est cela, l'Ukraine. Et je pense que vous verrez de plus en plus clairement que ces politiciens n'ont nulle part où aller s'ils admettent que la Russie ne montre aucun signe de vouloir ou de devoir envahir l'Europe. Pour quelle raison au monde le ferait-elle? Vous voulez 5 Ukraines? La Russie ne peut pas gérer 5 Ukraines. Elle n'en gère même pas 2. L'idée qu'elle cherche une occasion n'a de sens pour personne, sauf pour des politiciens dont toute la vie a été anti-russe, anti-soviétique, à mener sans cesse la même guerre encore et encore. C'est leur carrière. Ils ont sombré avec elle, ils ont prospéré avec elle et ils mourront avec elle. Et si un jour ils doivent réduire les dépenses sociales, comme on le voit déjà, alors ils se tourneront vers vous, la masse des Européens, et diront « Vous nous avez subordonnés ». Ils accuseront les États-Unis. Vous n'avez même pas eu le courage de voir ce qui arrivait, et vous n'avez rien fait pour y remédier. Et maintenant, avec votre armée, vous vous en prenez à nous. C'est nous qui allons en payer le prix. Oh non, nous ne vous laisserons pas faire cela. Et à ce moment-là, ils devront dire, d'une manière ou d'une autre, « Nous ne croyons pas ou nous nous moquons de ce que vous nous dites à propos de la Russie.
La Russie représente une menace potentielle. Mais c'est vous qui nous causez réellement du tort chaque jour avec ce que vous faites aux retraites, au système de santé et à tout le reste dont vous parlez. Je ne pense pas que ce soit viable. Je pense que l'hystérie contre la Russie est complètement exagérée. Nos principaux politiciens ici, nos principaux politiciens anti-soviétiques, anti-russes, anti-socialistes, ne parlent plus comme ça. Même eux trouvent les Européens étranges à cet égard, vraiment étranges. Le sont-ils encore? Oui, parce que leurs vies politiques ont été les mêmes. Ils ont grandi pendant la guerre froide anticommuniste, et eux aussi se demandent ce qu'on va dire d'eux. Toutes les choses qu'ils ont dites et faites pour justifier tout cela. Ils sont en difficulté, et ils le sont politiquement ici, parce que tous ces efforts de toutes ces personnes contre Mamdani et les autres ont tous échoué. Michael Bloomberg, l'ancien maire typiquement américain de New York, milliardaire, a dépensé 9,5 millions de dollars, il l'a reconnu publiquement, pour arrêter Mamdani. Il n'y est pas parvenu. Cela n'a rien changé, rien du tout. Même au sein de la vaste population juive de New York. Tous les efforts. D'ailleurs, Mamdani a été d'une clarté absolue. On lui a demandé, pendant sa campagne, ce qu'il ferait si Benjamin Netanyahou venait à New York, et sa réponse, publiée dans les journaux, a été « Je le ferai arrêter ». Il a aussi obtenu le vote de la communauté juive. Et Bloomberg, qui est juif, n'a pas pu l'empêcher. Il n'a pas pu l'empêcher. Oui, c'est un bon signe que quelque chose tourne vraiment mal quand, comme tu l'as dit, les États-Unis peuvent essentiellement faire pression sur les Européens. Leur dire de ne pas trop commercer avec la Chine et la Russie, seulement avec les États-Unis, pousser leurs industries à se relocaliser aux États-Unis, forcer l'UPOMEBR à investir ses bénéfices aux États-Unis, et malgré tout, l'UMABR obéit. Elle a été placée dans une situation très... Mais c'est pour cela qu'il faut comprendre que donner ainsi tout aux États-Unis, alors que les États-Unis vous désavouent, c'est un programme politique impossible, à moins qu'il ne soit accompagné d'une propagande anti-russe, hystérique, comme celle que vous avez décrite avec votre collègue du renseignement suisse. Ils doivent agir ainsi parce qu'ils sont désespérés. C'est comme les États-Unis, et c'est très important. Il y a quelques mois, Trump a compris une partie de tout cela. Il a dû commencer à détourner l'attention des gens de la crise intérieure du capitalisme américain, qui est grave. Et il s'est mis à tuer au hasard des pêcheurs dans des bateaux dans les Caraïbes, sans procès, sans arrestation. No trial, no arrest. For years, American naval shipping would... Pendant des années, les navires de guerre américains montaient parfois à bord d'un bateau pour vérifier s'ils transportaient du matériel illégal. Si c'était le cas, ils confisquaient la marchandise, arrêtaient les personnes et les ramenaient d'où elles venaient. Soudain, ce programme n'est plus jugé suffisant. Plus d'avocats, plus d'arrestations, juste les tuer. Les abattre immédiatement, les tuer. Et si quelques-uns survivent, allez les tuer. Pourquoi? Cela ne peut pas être à cause de la drogue. La plupart des drogues qui nous concernent ne viennent pas du Venezuela. Elles empruntent une autre route. Tout cela est absurde. Cela n'a aucune substance. Ah, cela fait partie du « nous allons bombarder le Nigeria, nous allons bombarder ». C'est la méthode que le gouvernement a trouvée pour faire taire les manifestations pro-palestiniennes à travers l'Amérique, alors que les jeunes, surtout dans les universités, étaient massivement pro-palestiniens. Cela a été étouffé et ils ont trouvé un argument, l'antisémitisme, un problème qui existe en Amérique depuis longtemps, mais qui est aujourd'hui moins grave qu'il ne l'a jamais été. Ils ont ravivé cette croyance afin d'étouffer la dissidence, et cela a fonctionné. Ils font donc maintenant la même chose avec des drogues imaginaires provenant d'une source imaginaire.
Ils peuvent rendre la vie difficile à M. Maduro et obtenir de lui des engagements, ce qui est le but de tout cela. Leur donner un accès préférentiel au pétrole et ainsi de suite, plutôt que de le laisser à la Chine, etc., etc. Tout cela n'a pas d'autre but. C'est une feinte conçue pour détourner l'attention vers l'extérieur pendant qu'il étouffe ou tente d'étouffer la dissidence intérieure. Et c'est ce que nous verrons en 2026. Mais je ne pense pas que ce soit si différent de votre situation. Non, je pense que vous êtes ici de voir étouffer la dissidence. Vous allez devoir étouffer deux types de dissidence. D'une part, la prise de conscience croissante que la Russie n'est pas le problème qu'on vous a fait croire qu'elle était, et je ne défends pas la Russie, je ne suis pas un admirateur de M. Poutine, rien de tout cela, mais je regarde simplement la situation de manière réaliste. D'autre part, la menace encore plus grande viendra de l'intérieur des pays européens, avec la mobilisation du monde du travail et de la gauche contre la destruction de l'État-providence. C'est une chose d'être invité à participer à une hystérie contre la Russie, qui n'est en grande partie que du verbiage. C'en est une autre de ne pas pouvoir envoyer son enfant à l'université ou de ne pas pouvoir se remettre d'une maladie catastrophique, etc., etc. Et je pense que c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est là que se jouera le véritable combat. Nous allons connaître la même situation dans ce pays aussi. Je pense que ce qui rend la guerre en Ukraine unique, c'est que puisque nous sommes en train de la perdre, nos dirigeants ne pourront pas en écrire l'histoire par la suite. Et une fois que tous les mensonges seront révélés, les uns après les autres, toutes ces choses qu'ils qualifiaient de propagande russe, de l'implication de l'OTAN aux problèmes de corruption, tout cela se révèle vrai. Donc je pense qu'une fois que tous les mensonges seront exposés, les gens commenceront à poser davantage de questions. Qu'est-il arrivé à nos économies? Pourquoi avons-nous dû nous battre jusqu'au dernier Ukrainien? Toutes ces questions referont surface, et je pense qu'on exigera des comptes. Oui, cela m'amène justement à ma dernière question. Si nous vivons un moment pré-révolutionnaire, à quoi ressemblerait la révolution à travers l'Occident? What would the revolution across the West actually look like? Is it a rejection or toppling of the S'agit-il d'un rejet ou d'un renversement de la classe politique, du système? Est-ce celui des élites médiatiques, des principales institutions? Que pensez-vous qu'il va se passer? Car nous faisons face à un énorme problème économique ou une crise qui s'annonce. Nous avons, comme je l'ai déjà mentionné, une crise de légitimité, je crois, du leadership politique. Et cela se voit non seulement dans les sondages, qui indiquent qu'ils ne sont pas populaires, mais aussi dans le fait que ne pas être populaire et ne pas être perçu comme légitime sont deux choses différentes. Il y a donc une véritable crise. Et c'est tout mon propos. Lorsqu'un problème économique survient, il engendre une crise sociale autant que politique. Ce ne sera donc pas comme par le passé, mais si l'histoire ne se répète pas, elle rime, comme on dit. Alors, à quoi ressemblera cette révolution selon vous? What will this revolution look like in your view? It is a speculative question. I'm not sure. Eh bien, c'est une question spéculative. Je ne suis pas sûr que mes suppositions soient plus sages ou meilleures que celles de quiconque. Mais ce qui me frappe ici aux États-Unis, c'est qu'il y aura une lutte entre trois idées de ce que pourrait être une révolution. Quelque chose sur lequel presque tout le monde est déjà à moitié d'accord. Je veux dire, vous montez dans un taxi ici à New York et la conversation est une variation du même thème. Tout semble s'effondrer. Oui, tout s'effondre. C'est dans l'air, personne ne le formule clairement, mais c'est là. Donc, partant de cela, je pense qu'il y a trois scénarios. Le premier, un fascisme pur et simple, une tentative de réorganiser cette société de haut en bas. Il y a déjà, ici aux États-Unis, des voix qui font tout un débat sur la question de savoir pourquoi nous devrions être, entre guillemets, une monarchie ou une république, mais pas une démocratie.
En d'autres termes, arrêtons de dire que nous sommes tous égaux. Nous ne le sommes pas. Certains d'entre nous détiennent légitimement le pouvoir et l'autorité, et les autres devraient se taire et être reconnaissants que tout soit pris en main. Voilà où nous en sommes. Trump est à mi-chemin de cela, et beaucoup de gens, une fois qu'il mourra ou quittera la scène, pousseront dans cette direction. La deuxième possibilité serait une explosion à la Franklin Roosevelt, et cela est encore plus probable si Trump reste assez longtemps pour provoquer un nouveau crash. On verrait alors une réelle chance pour le Parti démocrate de se retrouver. Il est terriblement dysfonctionnel aujourd'hui, mais il pourrait se hisser à la hauteur de ce moment. Nous sommes l'alternative. Nous nous donnons l'autorité. Et alors on pourrait voir un véritable balancement du pendule, simplement parce que pour annuler Trump, il faut aller un peu plus loin. Et puis il y a le troisième point. Le troisième, c'est une perspective qui pourrait devenir importante. Elle ne l'est pas encore. C'est l'idée que la crise est réelle, mais qu'elle dépasse la simple question de diriger tout l'appareil. C'est l'idée qu'il faut vraiment passer par un changement fondamental dans le fonctionnement du système. Et par là, j'entends une redistribution fondamentale des richesses, quelque chose de plus profond que tout ce qui a été fait auparavant. Roosevelt en a fait une bonne part, mais nous parlons ici d'une crise plus profonde, qui implique l'ensemble de la population, d'une manière que celle de Roosevelt n'impliquait pas. Avec cela, viendrait une redécouverte d'éléments du socialisme historique qui ont disparu depuis longtemps. La façon dont je décrirais cela est la suivante. Si vous prenez le Capital de Marx et que vous le lisez, le premier volume, ou si vous l'enseignez comme je le fais, alors vous saurez que tout l'accent de Marx, et le premier volume est le seul des trois qu'il ait réellement écrit, portait sur l'organisation de la production. Toute cette division entre les personnes qui se rassemblent, de sorte que certaines deviennent des employés à qui l'on dit quoi faire, et d'autres des employeurs. Comme je l'ai dit plus tôt, je définis le capitalisme comme cette manière unique d'organiser la production. Cela sera remis en question. Et l'on soutiendra que pour rendre réel et durable une répartition égale des richesses et tout ce qui en découle dans le type de société que nous voulons, nous devons démocratiser l'entreprise, démocratiser la production. Passer de ce que l'on pourrait considérer comme une entreprise capitaliste classique à quelque chose comme une coopérative de travailleurs. Et il en existe partout dans le monde, des modèles, des variantes. Nous ne partons donc pas de rien, mais organiser toute une économie de cette manière serait une transformation radicale. Ce serait là l'argument de ce qu'on appellerait alors l'extrême gauche. Mais la crise que traverse ce pays est telle que cette perspective se développe et gagne du terrain ici. Et je pense que c'est le symptôme de la profondeur de l'aliénation des gens face à ce qui se passe, tout comme l'élection de Mamdani et toutes les autres choses dont nous avons parlé. Eh bien, merci d'avoir pris le temps d'analyser l'idée d'un moment pré-révolutionnaire. Je pense qu'il y a seulement quelques mois, beaucoup auraient contesté l'idée que quelque chose de profondément problématique se produisait à la fois dans la société et dans le système politique, en conséquence du déclin économique. Mais je crois qu'il devient très difficile d'ignorer cela à présent. Alors, merci encore. Avec plaisir. Et Glenn, je voulais te dire que l'autre jour, quelques-uns de mes étudiants, car j'enseigne toujours à l'université ici à New York, sont venus me voir et ont commencé leurs questions en citant l'une de tes émissions. Donc oui, Glenn Dizen, je voulais simplement que tu saches que ta parole se répand et que c'est très important. Les gens réfléchissent à ce que tu apportes à ton programme. Et tu sais, c'est le plus beau compliment que puisse imaginer pour la valeur de ton travail.
to the value of the work that you do. Eh bien, dites-cela à Bzi Wang. Je suis profondément reconnaissant qu'ils regardent. Alors merci. Très bien, je vais leur dire, simplement parce qu'ils seront contents que je l'ai mentionné. Je leur transmettrai aussi ta réponse.